Ouais, Zegama, pour l'ambiance, pour la course, pour ce que j'y ai vécu comme émotion et comme sensation, et pour le partage avec Jean-Marc, Marie-Hélène, Mathieu, ouais. Tout était réuni, c'était vraiment le jour parfait, quoi, où t'as des bonnes cannes, où rien peut t'arriver, quoi. Tu sais que t'es fort, quoi. C'était extraordinaire. Et après, en fait, je me suis dit, je vais jusqu'au sommet, et puis après, j'abandonne. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que là-bas, quand t'abandonnes, comment tu fais pour rentrer ? Oui. Donc du coup, j'ai dit que j'avais abandonné, mais j'ai quand même fait la course. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis excessivement ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du LTB. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai enregistré en live, en direct du trail nocturne de Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est l'endroit où j'ai grandi. Mais avant tout, je souhaite un peu vous situer le contexte dans lequel j'ai effectué cette interview ce soir du 30 novembre 2019. Il s'avère tout d'abord que mon invité a été la marraine de cette édition, donc un trail qui s'effectue de nuit, qui était aux alentours de 16 km avec 400 mètres de dénivelé positif. Et c'est à la sortie du podium que j'ai eu la chance de partager un moment agréable et convivial avec cet athlète de très haut niveau. Mais avant tout, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, je vais faire une petite présentation des résultats de mon invité. Après un début relativement tardif dans la discipline, elle écume la majorité des courses locales auxquelles elle participe. Et c'est en 2016-2017 que fut la période de bascule dans le très haut niveau puisqu'elle finit 3ème de l'OCC et de Sierre-Zénal et remporte le trail de la Mascareigne à La Réunion. Elle a notamment remporté la médaille d'argent en individuel et la médaille d'or par équipe au championnat du monde de trail 2017. En 2018, c'est une deuxième qualification en équipe de France et elle s'essaie à un format plus long lors des championnats du monde où elle termine vice-champion du monde par équipe et 3ème française. En 2019, elle se lance dans le Golden Trail World Series, qui est considérée comme la compétition de trail moyenne distance la plus relevée actuellement. Et c'est avec une 3ème place à Zegama à Izikori et une 4ème place à Pikes Peak Marathon ainsi qu'une 8ème place au Marathon du Mont Blanc qu'elle termine 9ème au classement général. Les présentations ayant été faites, je vous laisse profiter de cette interview tout en vérité et en fraîcheur, et je laisse place donc à ma conversation avec Amandine Ferrato. Ce soir, je suis avec Amandine Ferrato. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu descends à peine du podium d'un trail que nous avons fait ensemble, donc tu l'as fait bien loin devant moi, mais on l'a fait ensemble, ça s'appelle le trail nocturne de Bouc-Bel-Air. Tu es la marraine de cette édition 2019. Je voudrais que, si possible, que tu nous parles un peu du fait qui t'a amené à être marraine de cette édition. En fait, c'est tout simple. Ça fait 2 ans que j'avais envie de participer à ce trail, que j'étais sollicitée pour y participer. Et puis, c'est vrai que ça tombe dans une période où c'est souvent en fait la trêve, en fait, la coupure. Et du coup, j'ai jamais participé. Cette année, je suis allée, je me lance. Et donc, j'ai accepté l'invitation d'Antoine. Et surtout, ce qui me tenait à cœur, c'était de participer à la course à la fois en tant que marraine pour donner un exemple aussi, pour motiver les femmes, quel que soit leur niveau, en fait, à venir courir, quel que soit le trail d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis il y a aussi l'autre cause qui est courir pour le Téléthon. Donc c'est deux causes qui me tenaient à cœur. Donc tu parlais d'Antoine, tu peux préciser Antoine, c'est le directeur de course. C'est Antoine Giroux qui du coup est directeur de course, D'accord. Et donc qui œuvre pour maintenir cette épreuve depuis 5 ans. D'accord. Et d'après ce que j'ai entendu, donc c'est une épreuve qui est née sur le principe de la participation au Téléthon, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, initialement c'était la base. D'accord. C'était le point d'entrée, ouais. Donc juste un petit point performance. Donc Amandine a fini 4ème au scratch ? Je crois que c'est 5ème, non ? 5ème au scratch en 1h09 si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc bien 13 ou 14 minutes devant moi, donc je suis assez content de ma performance, moi pour le coup, puisque je finis 52e en 1h22. Ouais. Donc voilà, j'étais assez content. L'année dernière, apparemment, ça s'est gagné en 1h, justement 1h09. 1h09. Donc, du coup, les gars, peut-être cette année, ont eu un peu chaud aux fesses, je sais pas. Ouais. Ils ont senti le souffle, ils ont dû sentir le souffle dans la nuit, quoi, c'est clair. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots qui est Amandine Ferrato ? Qui est Amandine Ferrato ? Je dirais que c'est
Bah, du coup, c'est moi déjà. Donc, je vais parler à la première personne, du coup. Je dirais qu'avant tout, je suis quelqu'un de passionné, en fait, et qui adore la vie, qui aime partager, échanger, découvrir, apprendre. Donc, du coup, ouais, j'aime expérimenter et du coup, ouais, c'est déjà pas mal, je pense. Et dans la vie, tu peux nous parler un peu de ton activité professionnelle? Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, je suis pas donc je fais partie des athlètes de haut niveau au trail, mais par contre je suis pas professionnelle. J'ai une activité du coup à côté qui est un boulot d'assistante commerciale en fait dans une société qui fait des prestations par hélicoptère, donc qui s'appelle Airtelis. Et en fait, elle se situe à Avignon et moi j'habite sur Montélimar, donc ça me fait quand même 1h30 de trajet par jour. C'est pas anodin. D'accord. J'ai lu en préparant l'interview que tu t'étais mis au trail assez tard et apparemment pour une raison particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours fait pas mal de sport après mes études. J'ai fait de la course sur route, mais c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu, le chrono, le bitume. Je suis devenue un peu allergique, donc j'ai arrêté. Combien de temps tu en as fait? Je sais pas, peut-être 2-3 ans. J'ai un peu du mal. En fait, je vis beaucoup dans le présent et puis dans le futur. D'accord. Du coup, à part les T'es pas dates nostalgique. un peu clés, t'es jamais nostalgique. Non. En fait, c'est aller de l'avant, ouais, D'accord. et profiter de ce qui se présente en l'instant, en fait. D'accord. Et parmi mon parcours en fait personnel, en 2012 en fait, je suis partie faire un tour du monde. J'ai tout vendu en fait pour tenter cette expérience avec un ami. Et du coup, ça a été une expérience justement hyper enrichissante, déstabilisante, un apprentissage sur soi, sur la vie, sur le monde, sur les modes de vie, découverte culinaire aussi. Et en fait, pendant 10 mois, j'ai vécu comme les locaux. L'idée, c'était vraiment de vivre comme eux, donc prendre les transports en commun comme eux, manger comme eux. Des fois, on a dormi des fois un petit peu dehors, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Et en fait, en rentrant en France, je me suis sentie vraiment oppressée par la société de consommation et le côté un petit peu plaintif de la plupart. En fait, c'est vrai que une fois qu'on est dans son petit confort, on oublie peut-être un peu certains basiques. Surtout en France. Je suis désolé de dire ça, mais après voilà, on est reconnu pour ça. C'est pas faux. Et du coup, j'étais vraiment oppressée et la seule façon que j'ai trouvée pour retrouver un petit peu de liberté et de recentrage en fait, c'était de mettre des baskets, quelque chose de simple, et de partir dans la colline en fait qui était pas très loin d'où j'habitais. C'était en quelle année? Ça c'était donc du coup je suis partie en 2012 et je suis revenue en fait en janvier 2013. D'accord. Et donc en fait ça a été un petit peu la révélation. J'aimais beaucoup en fait le contact avec la nature, puis la diversité du terrain. C'était beaucoup moins monotone que la route et je me suis pris un peu au jeu, mais juste pour le plaisir. Et puis je me suis dit je vais découvrir des endroits en faisant des petites courses. Et donc là je suis allée sur le Trail des Gorges de l'Ardèche. J'ai tiré un périmètre en fait d'abord proche de où j'habitais, donc Drôme-Ardèche. Puis après je me suis dit je verrai. Et en fait j'ai gagné pas mal de trails. Et ce qui a fait qu'il y a un équipementier, New Balance, qui m'a repéré en fait. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait plein de trails avec des compétitions, avec toute une structure qui était mise en place. Et c'est quelque chose en fait, naïvement, j'avais pas connaissance en fait. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'après, c'est vrai que par contre, ça a été un peu vite. Et je me suis retrouvée un peu dans le système trail, pas malgré moi, hein, puisqu'on a toujours le choix, mais ça a été un peu un emballement, ouais. Et puis c'est vrai que je trouvais ça génial parce que j'avais un peu l'impression d'avoir une deuxième famille. Il y avait cette émulation, cette équipe qui faisait que ça me plaisait, ouais. Et cet aspect d'avoir découvert cette entre guillemets famille du trail, ça t'a pas remis dans l'oppression que tu ressentais au retour de ton tour du monde? Non, c'était vraiment différent en fait. Du coup, on faisait des... il y a tout ce qui est entraînement ensemble. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Je l'ai pas du tout perçu comme ça. Au contraire, je l'ai plutôt perçu comme une façon de découvrir en fait... de découvrir l'activité déjà, parce que moi je le faisais comme ça, je savais même pas que ça existait vraiment. Enfin, je savais même pas que je faisais du trail en fait.
Et ça m'a permis de découvrir d'autres endroits et d'être accompagnée dans la pratique en fait. D'accord. Donc c'était chouette, ouais. Tes premiers pas dans le trail running, que ce soit en termes privés, c'est-à-dire sans course, tu l'as fait tout seul ou tu étais accompagné avec quelqu'un ou... Non, en fait ça s'est fait instinctivement. En fait. Hein, donc t'avais envie de retrouver du calme et de la nature et du contact avec quelque chose de simple en fait et de vrai en fait. D'accord. Donc c'est j'ai un rapport avec la nature qui du coup est un peu particulier, on va dire. Mais j'espère comme tous les autres trailers, parce que c'est vrai que, enfin, c'est pas le sujet, mais quand je vois des déchets au sol, voilà, on est super content de courir dans des endroits magnifiques, dans la nature, et bon, l'idée c'est déjà quand même de la respecter avant tout, quoi, avant de faire des chronos. Donc, c'est un autre sujet, mais. J'aimerais revenir. C'est une question qui n'était pas prévue. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton tour du monde ? Si tu devais retenir qu'un seul élément à retenir. La gentillesse des gens qui ont beaucoup moins que nous. Une petite anecdote, Guatemala. Donc on faisait du stop. Bon, chose qu'il ne faut pas normalement faire en Amérique centrale. Donc je ne le recommande pas, mais je l'ai quand même fait. Donc chercher l'erreur. Au Guatemala, en fait, un matin, parce qu'en fait, on revenait vraiment à des basiques. C'est où on va, comment on fait pour y aller, qu'est-ce qu'on mange. C'est vraiment. On sort pas de la maison ou de l'appartement en disant, j'ai ma voiture, je vais là. Non, là, c'est vraiment au basique, quoi. Et donc du coup, on se met sur le bord de la route pour faire du stop. On avait pour idée d'aller, je sais plus à quelle ville. Donc on va dire, elle s'appelle B, et en fait, au final, il y a un couple qui nous a pris en stop, et on s'est retrouvés, en fait, elle est complètement à l'opposé de là où on avait prévu, et on s'est retrouvés, en fait, à dormir chez ces gens qui étaient même pas chez eux, qui tenaient un restaurant. Ils nous ont donné les clés, et en fait, c'était assez étrange d'ailleurs, parce qu'en fait, on dormait chez eux et ils étaient pas là, en fait. Donc le lendemain, ils nous connaissaient pas. On s'était rencontrés le matin en faisant du stop. Après, voilà, il y a un feeling qui est passé. Et du coup, cette confiance qui nous était accordée, c'était vraiment quelque chose de génial. Et c'est vrai que du coup, on est resté 2 jours avec eux, à leur faire partager nos façons de fonctionner. On leur a même fait la cuisine à la française. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément les ingrédients qu'on peut trouver ici. Mais on s'en est pas trop mal sorti. Ouais. Et il y avait vraiment une notion de partage, et puis ils avaient des enfants, donc c'est vrai que pour les enfants c'était extraordinaire. Tu voyais qu'il y avait des étoiles dans les yeux, c'était chouette. Et puis ça faisait déjà 4 mois qu'on était en tour du monde, donc sans voiture, sans confort, et c'est vrai qu'avoir une touche un peu familiale, ça faisait du bien. Et quand on est parti, en fait, parce qu'il fallait quand même bien avancer, c'est vrai que moi j'ai vu quand même des larmes aux yeux. Quoi. J'ai essayé de les retrouver une fois en France, et en fait ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, quoi. D'accord. Donc un vrai chamboulement, ce voyage, quoi. C'est un vrai chamboulement de perspective de vie et de. Oui, tu vois les choses différemment. C'est bête à dire, mais tu t'éloignes de ton confort et en fait tu reviens à l'essentiel, à l'essentiel. Et par exemple, une autre anecdote, là ça faisait je crois 2 mois en fait qu'on était en tour du monde, donc tout le temps à pied. On se confondait bien dans la masse. Et en fait on rencontre un couple de Français qui avait une voiture, et là on se dit waouh, la bagnole et tout ça, ça serait trop bien et tout ça, et en fait ils nous proposent de venir avec eux. Donc en fait on est véhiculé tout ça, et on trouvait pas notre chemin. Et là en fait on a demandé de l'aide aux locaux. Et on sentait vraiment qu'il y avait une barrière en fait du fait de la voiture, de la vitre. On n'était plus dans en fait ce qu'on recherchait. Et finalement en fait on avait très envie d'avoir la voiture. Mais au final, on y est resté une demi-journée ou une journée max, et on est retourné en fait à pied avec nos sacs sur le dos, parce qu'on s'est vraiment aperçu que, en étant en mode routard, les locaux, ils étaient plus aptes à nous accueillir en fait. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherchait en fait. Et c'est vrai que le fait de la voiture, ça faisait vraiment une barrière déjà niveau social, touristique, tout simplement, quoi. Donc l'envie nous a vite passé en fait. D'accord. Après voilà, nous on recherchait vraiment à être notre tour du monde était vraiment axé sur la découverte de pays et la découverte de population et de mode de vie. Donc et vous avez été servi.
Ouais, ouais. Clairement, ouais. C'était chouette. Super expérience, j'imagine. Ouais. On va changer un peu de sujet. Est-ce que tu peux nous parler, alors changer un peu de sujet, oui et non, parce qu'on peut faire une liaison entre les deux. Tu reviens du Népal. Je reviens du Népal, oui. Pour le Golden Trail World Series 2019. Avant de parler de la compétition en elle-même, est-ce que tu peux me parler un peu du Népal et de l'expérience que tu as vécue dans ce pays? Alors le Népal, déjà, c'était un rêve. En début d'année, quand je me suis inscrite sur la Golden Trail World Series, le but, c'était clairement d'être dans le top 10 des meilleurs mondiaux femmes pour pouvoir accéder à la finale. Donc, quand j'ai eu la... C'était quand même assez serré. Et je me rappelle, j'étais à la Skyrun en même temps qu'il y avait la dernière manche qui se déroulait en Écosse. J'ai vu cette vidéo. J'ai vu cette vidéo où tu arrives à la Skyrun et ça me fait des frissons, tu exploses de joie parce que Alors, pour ceux qui savent pas, je me permets de te couper. Pour ceux qui savent pas, Amandine, à la Skyrun, elle termine la course et elle se rend compte qu'elle est qualifiable pour le Népal. Ouais. Et elle explose de joie là, sur la ligne d'arrivée ou un peu avant. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo sur ma page, ouais. Ouais, c'était autant sur la Skyrun, c'est pareil, c'est une course que je voulais faire depuis longtemps et qui tombait mal à chaque fois dans le calendrier. Et là, cette année, j'y suis quand même allée. Alors, c'est clair que niveau sensation, ça avait rien à voir avec aujourd'hui. J'étais vraiment fatiguée et pour moi, j'ai pas fait une belle course. Même si, j'étais quand même sur le podium. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est à Asquin. Et c'est vrai qu'en parallèle, j'avais une amie qui suivait au taquet en fait les résultats de la dernière manche en Écosse pour passer l'info à mon copain qui était qui me ravitaillait sur la Skyrun. Et donc en fait, à je sais plus 2 ou 3 kilomètres, le verdict était tombé. Et donc Marie-Hélène avait passé l'info à Mathieu comme quoi c'était bon, j'étais qualifiée. Et autant j'avais pas de jambes, autant là tout d'un coup j'avais une énergie de malade et j'étais super heureuse parce que c'était vraiment au-delà de l'aspect Népal, c'est vraiment l'aboutissement de beaucoup d'investissements dans la saison avec pas mal de contraintes puisqu'il y a le boulot à gérer à côté. Et c'était vraiment un accomplissement, c'était et du coup après le Népal donc super pays que j'ai pas pu faire justement en tour du monde pour des raisons en fait principalement climatologiques et c'était vraiment un rêve d'y aller et pour le coup en fait l'organisation avec le GTWS a été vraiment aux petits oignons donc ça a permis aussi de rencontrer les autres athlètes élites, de se rendre compte aussi que j'étais vieille parce que finalement moyenne d'âge, elle est quand même plutôt proche des 25-30 ans que des 40. Hein. Alors, c'est pas sympa de dire ça parce qu'on a le même âge à peu près. Et donc, je me sens visée quand tu dis que t'es vieille. Alors, je te laisse continuer. Moi, j'ai pris un gros coup de vieux, la suite de la finale. Et puis, de voir comment fonctionnaient les autres, comment ils s'organisaient. Alors, c'est vrai que la plupart n'ont pas de travail à côté, donc on n'est pas trop sur le même pied d'égalité. Mais c'était quand même sympa, d'échanger, ça faisait une famille d'élite, c'était très agréable. Après le pays en lui-même, j'ai beaucoup aimé le sourire des Népalais. Je suis partie un peu plus, on avait 10 jours qui étaient pris en charge par l'organisation. Et moi, je suis partie en fait 4 jours avant pour justement être plus au contact pays. Et j'ai adoré en fait, ils sont souriants, ils sont vraiment là pour vous aider. C'est un super pays. T'as retrouvé un peu la sensation que t'avais vécue pendant ton les 4 premiers jours. J'étais vraiment replongée dans des odeurs, dans des situations comme dans le Tour du Monde. Et c'est vrai que c'était des super bons souvenirs en fait. Et après, avec la prise en charge organisation, forcément, il faut se caler sur un rythme qui doit correspondre à tout le monde. Donc, on était moins en mode routard après. Donc, ça, c'était différent. Mais les 4 premiers jours, c'était vraiment génial. D'accord. Donc, pour revenir sur cette dernière étape au Népal, juste avant de revenir sur la dernière étape donc qui est la finale du Golden Trail World Series, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le fonctionnement de ce championnat, de cette série? En fait, il y a 5 manches. Je sais plus. Je crois que c'est 6. 5 ou 6. Il faut participer. Il y a 6 manches, pardon. Et, il faut en boucler 3. Il faut au moins participer à 3 manches. C'est ça. Et en fait, à l'issue des 6 manches, il y a un classement qui se fait en fait par nombre de points qui correspond à ta place. Et du coup, après, tu as un classement. Au fur et à mesure, il bouge au fur et à mesure des manches. Et donc, en fait, il faut entrer dans le top 10 pour pouvoir accéder à la finale.
Donc cette dernière épreuve au Népal, comment ça se passe sportivement? C'était très épique. Alors épique. déjà, pour accéder au départ de la course, on a fait à peu près 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus, de 4K sur des pistes, mais défoncées, quoi. Donc déjà, ça fait partie du jeu, ça te met bien dans l'ambiance. C'est clair. Après, on est arrivé sur une petite aire de départ, mais très sympathique. Donc ouais, c'était chouette, ça aussi. Et dès le début du trail, en fait, il faut bien que tu calcules ton coup parce que en fait, 20 mètres après la ligne de départ, déjà tu traverses une rivière. Et ça met dans l'ambiance. Ça met direct dans le bain. C'est le cas de le dire. Et en fait, voilà, sur le règlement, le départ était approximativement à 8 heures en fait. Donc ouais. Après, ça se comprend puisque forcément, et comme il y avait cet aspect logistique en fait de 4x4, il faut attendre que les concurrents arrivent forcément pour que la course ait bien lieu, quoi. Après, en elle-même, la course, en fait, moi ce jour-là, j'étais très fatiguée. J'avais des petits problèmes féminins, hein. Ça c'est quelque chose que les gars ont l'avantage de pas avoir et franchement vous avez de la chance. Donc j'avais j'avais chopé une bonne crève aussi parce que 2 jours avant on a fait un trek. On a dormi en altitude en refuge, donc c'était une super expérience aussi, mais quand même peu recommandable à faire 2 jours avant, quoi, parce que je sais plus, je crois qu'on a fait 2005 de D+, quoi. Ah oui. Donc mais voilà, l'idée c'était de partager aussi, c'était chouette. Et donc ouais, très fatigué, le rhume, donc difficulté à respirer, et la course elle se situait elle s'est faite entre une altitude à 1200, on est parti je crois, pour monter à 3008 ou 3009, presque 4000 à un moment donné. Donc niveau respiration, oxygénation, bon je savais que ça va être compliqué, mais alors en plus avec la crève, le gros rhume, ça va être encore plus compliqué. T'avais rien pour toi, quoi. Ce jour-là, ouais, non, franchement, j'ai pas eu de chance. Mais bon, voilà, j'avais tellement à cœur de prendre le départ de la course que je me suis dit, je fais, puis je verrai bien. Et donc, en fait, dès le départ, je me suis mis dans un groupe et je me suis dit, voilà, pour une fois, tu réfléchis pas et tu y vas et tu te mets dans un groupe, ça va te permettre de prendre un bon départ et puis d'y aller, quoi. Et manque de peau, en fait, le groupe, c'est perdu. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, j'en rigole. Sur le moment, j'étais pas énervée non plus, hein, mais c'est vrai que j'ai rapidement compris entre mon état de santé, ma forme et cette erreur de parcours, ça allait pas le faire. Que mon rêve de finale, en fait, il fallait revoir les ambitions, quoi. Hein. Donc ouais, on a fait demi-tour, on a lambiné quand même pendant bien 1 heure, hein. Et on est revenu sur le parcours, donc on s'est retrouvés en fait dernier de la course. Et donc là c'était assez sympa finalement parce que les derniers, eux, ils étaient contents de nous voir, quoi. Donc ils filmaient, ils étaient au taquet, ils étaient impressionnés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir, donc c'était aussi une nouvelle expérience. Et après, ouais, au niveau par contre tracé, franchement, j'ai jamais fait un trail aussi dur. Ah ouais. C'était du trek, quoi. Ça m'a fait penser un peu à de la Diagonale des Fous. J'ai fait la Mascarene en 2017, donc j'ai fait une partie du parcours de la Diag. Mais à 4000, quoi. Mais voilà, je suis montée à 4000 et là je me suis retrouvée, j'arrivais pas à respirer. C'était alors qu'à Pike Peaks aux US, on était monté à 4000 aussi, aucun problème, quoi. Mais vraiment, j'avais pas la forme, quoi. Tu finis combien à Pike Peaks? À Pike Peaks, tu finis quatrième, non? Quatrième, ouais. Et après, en fait, je me suis dit, je vais jusqu'au sommet. Et puis après, j'abandonne. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que là-bas, quand t'abandonnes, comment tu fais pour rentrer? Oui. Donc du coup, j'ai dit que j'avais abandonné, mais j'ai quand même fait la course. Donc et puis en fait, je me suis retrouvée avec Elisa Desco, qui était pas en super forme non plus, donc qui était vraiment elle avait de gros problèmes digestifs et de gros problèmes musculaires. Et je me suis dit, je vais rester avec elle, quoi. Honnêtement, je me voyais pas la laisser toute seule. Et elle avait vraiment pour objectif de finir la course. Elle était vraiment pas bien, quoi. Ouais, donc du coup, on a fait du haut, en fait. D'accord. Et du coup, je finis la course. Comme ça. D'accord. Donc voilà, c'était très épique, le Népal. Déçu, non, pas spécialement. Déçu, non, même pas, en fait. C'est une vraie expérience, en fait. C'est une nouvelle expérience. J'ai pu améliorer mon anglais parce qu'à un moment donné, du coup, j'étais avec un anglais. Donc, écoute, c'était pas ce que j'espérais, mais par contre, c'était aussi une belle expérience et j'en retiens quand même de très bons souvenirs. Non, pas déçu, non, c'est pas le terme.
D'accord. On change un petit peu de sujet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la décomposition de ton entraînement dans une semaine type? Une semaine type, c'est à peu près 12-13 heures. Après, c'est toujours pareil, ça dépend à quelle période je suis par rapport à des objectifs. Et en hiver, je fais pas mal de renforcement musculaire. Ouais. Je fais pas de cross. Je suis un peu allergique. D'accord. Et non, enfin ouais, j'aime pas les crosses en fait. Mais ça serait quand même une bonne école. Donc voilà, dommage pour moi. Et après, ouais, dans la semaine type, ouais, c'est un peu de renfo, c'est de la VMA courte, une VMA longue le week-end. J'associe beaucoup en fait le vélo. Ça permet en fait déjà de garder de la fraîcheur, de partager avec des collègues, parce que finalement en fait je m'entraîne essentiellement quasiment toute seule. Donc ça c'est quand même dur mentalement. C'est super pour les courses parce que du coup le mental est là, mais tu subis le fait de t'entraîner seule, ça? Je dirais pas que je subis, mais j'aimerais avoir des collègues d'entraînement plus réguliers, ouais, pour partager déjà, et puis parce que il y aurait un côté beaucoup plus ludique. Là, en fait, c'est vrai que après, c'est un peu aussi lié au boulot parce que vu que je fais déjà 45 minutes de voiture le matin, 45 minutes le soir, je me vois pas encore aller dans un club, faire encore de la bagnole. Enfin, les journées, elles font que 24 heures. Hein. Et en plus, en club, la difficulté que j'ai, c'est que comme j'ai des objectifs qui sont mondiaux, il faut aussi trouver des partenaires d'entraînement qui veuillent bien se mettre la misère à des entraînements quand même assez costauds, sans avoir la possibilité de participer à des manches mondiales. Donc, c'est toujours délicat. Alors là, pour l'instant, ouais, j'en avais quelques-uns, mais je les ai tous épuisés, en fait. donc voilà, je parle quelques-uns parce que c'est vrai que je trouve pas de femmes avec qui partager ça, en fait. En tout cas, pas dans mon périmètre géographique. Donc en soi, c'était bien d'avoir les manches où tu pouvais voir en fait les autres copines de GTWS en fait. D'accord. Et quand tu t'entraînes, tu vas vraiment loin, quoi. Ouais. Tu aimes aller loin quand tu t'entraînes? Bah, disons qu'on n'a rien sans rien et que voilà, avec l'ambition, en tout cas cette année, l'ambition c'était de m'aligner sur le circuit mondial. Donc voilà, les filles elles travaillent pas, elles ont la disponibilité. À la fois en temps, à la fois en mental, donc forcément à un moment donné il faut t'entraîner quoi. Donc j'avais vraiment cet objectif-là. Après, voilà, c'est pas tous les jours comme ça non plus. Hein. Je dirais que j'ai 2-3 séances dans la semaine qui sont quand même bien spécifiques et assez intenses, avec aussi des séances de côte qui sont quand même assez costauds quoi. Hein. Tu t'entraînes où, là où tu travailles ou là où tu habites plutôt? Alors non, je m'entraîne plutôt là où j'habite en fait. D'accord. Là où je travaille, c'est quand même compliqué parce que c'est Avignon, c'est une zone commerciale, donc c'est plutôt plat. Tu t'entraînes du côté plutôt de Châteauneuf-du-Rhône, c'est ça? Parce que je connais un peu la région. Châteauneuf-du-Rhône, Montélimar, Malatavernes, Allan. Après, je pars aussi en week-end. D'ailleurs, je me souviens d'un week-end à Tignes, à Grande-Sassière, qui était extraordinaire aussi. Et justement, là, c'est pareil. J'ai fait la Grande-Sassière, 12 km avec... je sais plus combien c'est le D+, mais c'est un truc de fou, quoi. Et donc, je l'ai fait 3 fois, mais c'était facile, finalement, parce que j'étais pas toute seule. Oui. Donc ouais, c'est dur pour moi de m'entraîner toute seule, ouais. Je dirais que c'est la plus grosse difficulté que j'ai là aujourd'hui en fait, pour garder la motivation, éviter une certaine lassitude, parce que voilà, tu te fais déjà ta journée de boulot, t'es debout depuis 6h30, t'arrives à 18h30 à la maison, et là il faut remettre une cartouche pour te mettre 1h et demie de séance assez intense, et là maintenant en plus c'est dans le noir, dans le noir, à la frontale quoi. Donc il faut quand même une grosse dose de motivation, ouais. J'aimerais bien être plus accompagnée, ouais. Tu es la seule, à ton avis, sur les 10, on va parler des 10 finalistes du GTWS, à travailler en dehors de... Alors, il y a Sylvia Rampazzo qui d'ailleurs a à peu près le même âge que moi, qui travaille aussi à côté, et qui d'ailleurs a fait une superbe saison comme toi, hein. Fantastique, quoi. Ah, c'est encore mieux que la mienne. Hein. Ah ouais. Je crois qu'elle, je sais plus combien elle finit au classement général, mais à vrai dire, en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas les classements, mais moi ce qui m'intéresse dans le trail c'est vraiment la découverte, le partage et le ressenti, et arriver à se dépasser et arriver à franchir la ligne d'arrivée en étant cet accomplissement du travail bien fait en fait. D'accord. Donc après ouais, j'ai du mal à me remémorer en fait les temps, les chronos, les places. Ça t'intéresse pas réellement en fait.
C'est pas le t'intéresse principe. à partir je te coupe, mais ça t'intéresse à partir du moment où tu sens que tu as fait le job, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion d'accomplissement et de développement personnel, en fait, finalement. De le ressenti, faire une belle course. Pour moi, tu peux très bien faire une belle course et pour autant pas finir première, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Zegama. Zegama, c'était extraordinaire, quoi. J'ai souvenir de malade, quoi. C'était la première manche du GTWS. Zegama, Zegama et Zicori, c'est en Espagne. Et donc tu finis 3e. Donc ça a été exceptionnel. Ah, c'est la course, c'était transcendant, quoi. Ah ouais. Déjà, Zegama, c'est pareil. En fait, d'habitude, j'étais en équipe de France. Cette année, j'ai refusé d'intégrer l'équipe de France pour justement courir la GTWS, mais aussi faire de nouvelles courses et surtout Zegama, en fait. Tu pouvais pas faire le programme de l'équipe de France avec... Alors le problème, en fait, c'est souvent les mondiaux, en fait, ça tombe à peu près... tu peux pas t'aligner sur Zegama, si tu peux, hein, mais obligatoirement, il y a une des deux où c'est compliqué, quoi. En plus, en travaillant... En travaillant à côté, quoi. Ça devient compliqué. Donc, je peux pas être partout, et Zegama, je voulais vraiment la faire. Ouais. Et donc c'était exceptionnel. Et depuis, en fait, je me suis fait opérer du pied le 7 décembre 2018. Le 10 janvier 2019, j'arrive à peu près à marcher. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à marcher et à courir, je pensais et je vivais Zegama, quoi. D'accord. Tout en ayant pris un nouveau job. D'accord. Donc c'était super intense 2019. Et Zegama, c'était vraiment... j'ai adoré, quoi. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la course, j'ai adoré le petit village. Tu la connaissais pas avant d'y aller? Non, pas du tout. Et c'était extraordinaire. Et puis en plus, j'avais des super jambes. Et puis même, c'était... 4 mois avant, j'arrivais à peine à marcher parce que je me suis opéré du pied. Enfin, c'était sensationnel, quoi. Et j'avais... c'était une course... J'ai pas fini première, mais la course était aboutie. Franchement, j'ai franchi la ligne d'arrivée. C'était merveilleux. Alors là, tu me déçois parce que j'allais te poser la question juste après. Quel est ton plus beau souvenir de trail? Je crois que tu as répondu, en fait. Ouais, Zegama. Ouais. Enfin, de cette année, Zegama, ouais. Zegama... alors t'as un autre souvenir encore meilleur que tu vas me dire après. Donc tu vas me le garder pour après. Peut-être. En fait, du coup, je suis en train d'évaluer là, tu réfléchis. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir, mais je suis en train de d'étalonner. Tu me ressortiras à la question qui arrive après. Ouais. Est-ce que tu peux éventuellement cibler dans ta carrière un moment où il y a eu un point d'inflexion dans tes performances, à la suite, par exemple, d'une modification d'entraînement, quelque chose de significatif dans lequel tu as senti un basculement? Je dirais que, paradoxalement, en fait, c'est la suppression de mon emploi, en fait. J'étais en CDI, en fait, et donc je faisais les travails à côté. Et après 3 ans, on m'annonce, en fait, que mon boulot est parfait. J'ai même des primes. Et en fait, on me dit, on va supprimer le poste pour des raisons financières. Économique, ouais. Licenciement donc économique. Là, rupture conventionnelle, en fait. Rupture conventionnelle. Ouais. C'est encore pire. C'est pas le sujet. Et en fait, là, c'était, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, déjà, assimiler l'info. En plus, en parallèle, j'ai acheté une maison. Donc, c'était vraiment un gros coup dur. Et j'ai fait le choix de transformer ce coup dur en point positif. Et donc, du coup, j'avais un peu plus de temps. Et je me suis dit, je tente de voir, je m'entraîne vraiment sérieusement et je vois qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Et du coup, donc ça, c'était en 2016. Et, 2016. Ouais, 2016. Et du coup, je crois que c'est en 2016 que je finis 2e du marathon du Mont Blanc. Et donc là, ça a été tout en vivant en parallèle cette suppression de poste, cet achat de maison. Ça faisait beaucoup de choses en même temps. Mais en plus, je me rappelle, là aussi, c'était vraiment un bon souvenir. J'avais des collègues en fait de Gardanne qui étaient là, qui couraient le 80. Et du coup, en fait, ils étaient tellement survoltés, motivants à me ravitailler. Enfin, rien que pour eux, en fait, là, je d'en parler, j'en ai frisson, en fait. J'avais envie de tout casser. J'avais envie de bien faire, quoi, de leur faire plaisir, en fait, de leur faire un cadeau, en fait. Et c'était génial, ça aussi. Ça fait déjà 2, en fait, dans le trail, en fait, ce qui me plaît, c'est clair, les entraînements, c'est dur, surtout seul. Et en travaillant à côté, après, pour avoir des sensations comme ça, j'ai besoin de courir à un haut niveau. Ouais. Et donc, on n'a rien sans rien. Voilà, et ça demande, je dirais pas des sacrifices, mais beaucoup d'abnégation. Et par contre, les émotions que je peux ressentir sur certaines courses,
ouais, ça vaut toutes les heures d'entraînement. Ça vaut la peine. Voilà, finalement, c'est des minutes de plénitude en fait contre des heures d'entraînement, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me satisfait. Et puis cette année, voilà, j'ai aussi une amie qui m'a suivie sur toutes les manches, un ami aussi de mon village d'enfance et de voir en fait la fierté qu'ils ont dans leurs yeux et comment ils s'investissent pour me ravitailler et l'accompagnement en fait. Rien que ça, en fait, moi, ça me ça me fait du bien, je leur fais du bien, je sais que ça leur apporte des choses. Et ça, c'est déjà une super récompense, en fait. Bah, ce serait pas ce serait pas la chose la plus primordiale pour toi, en fait, dans ce sport, c'est de vivre des émotions avec les gens qui C'est de vivre des émotions et surtout de les partager, en fait. Les partager, parce que si tu es tout seul, et d'offrir du bien-être et du bonheur, en fait. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est un super podium, quoi. Ah ouais, c'est clair. Quand t'es dans le dur à l'entraînement, c'est à ça que tu penses en premier ou pas du tout? Quand je suis dans le dur à l'entraînement, déjà, je me remémore mes objectifs. Je me remémore aussi que c'est moi qui les ai décidés, ces objectifs. Mine de rien, c'est important. Et puis aussi, voilà, l'envie de continuer à partager et d'offrir du bien-être, ouais. D'accord. Et de vivre ses émotions, ouais. Bon, cool. Ça va sûrement beaucoup surprendre, mais ouais, moi c'est ce qui me motive, ouais. On peut pas dire réellement que tu es quelqu'un qui va chercher la performance pour la performance, en fait. C'est pas ça ton leitmotiv. Alors ça c'est un défaut que j'ai par rapport pour évoluer dans ce niveau-là, c'est que voilà, j'ai l'esprit de compétition, mais par contre je suis trop sympa, quoi. D'accord. Ça c'est anecdote, voilà, championnat du monde 2017. Voilà, je finis vice-championne du monde 2017 à 3 secondes de la première. Que j'ai. Ouais, j'aurais. 3 secondes, c'est rien, hein, faut être honnête. Hein. Et en fait, j'étais dans un gros dilemme. En fait, c'était est-ce que je passe ou est-ce que je passe pas, puisque c'était une compatriote française. Donc, moi, je courais avant tout pour l'équipe. Et c'est ce qui me portait, c'était de courir pour l'équipe. Et c'est vrai que tous les espoirs de la team étaient orientés sur elle. Et du coup, j'étais dans un dilemme. Voilà, si je passe, si je passe devant elle, comment ça va être perçu? Comment ça va être perçu? Est-ce que je peux pas? Et toi, tu l'as pas senti, donc tu l'as pas fait, point barre. Et en fait, le truc c'est de toute façon, le temps de tergiverser là-dedans. C'est trop tard. C'est pas que c'était trop tard, mais du coup, voilà, j'ai vu un drapeau français. Je sais même pas qui me l'a donné. Je l'ai su après coup. C'était un collègue, donc ça, c'est encore plus beau pour moi. Et voilà, je suis arrivée 3 secondes derrière. J'étais très heureuse pour elle. D'ailleurs, voilà, j'étais très contente. J'ai aucun regret. Par contre, voilà, c'est vrai que si j'avais vraiment l'esprit de compétition, voilà, j'y serais allée, quoi. Chose que j'ai pas faite. D'accord. Après, voilà, je me dis aussi le trail, voilà, ça évolue beaucoup. Quelque part, tout ça, c'est aussi éphémère. Hein, Cette année, voilà, je suis 9e au classement GTWS. L'année prochaine, je sais pas même pas si j'y serai dans le classement, hein, je veux dire. Et voilà, c'est la vie, en fait. Rien n'est figé, tout évolue, tout avance. Je pense que l'important, en fait, c'est de vraiment vivre dans l'instant et justement, les émotions, on peut pas te les enlever, en fait. Moi, quand tu me parles de ça, tu vois, la chose qui me vient à l'idée, c'est... alors, je sais pas si tu le connais ou tu les connais entre parenthèses, même s'il y en a un qui me semble est voisin de là où tu habites. L'arrivée de la Diag 2018, où François Daen et Benoît Girondel se partagent décident de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Je pense que c'est un peu le même. Alors moi, ça m'aurait beaucoup plu en fait de faire ça au Mondiaux 2017. Après, c'est quelque chose que la première n'a pas pensé en fait, hein, puisque justement, elle a vraiment l'esprit de compète. Et c'est tout à son honneur, hein, d'ailleurs. Et après coup, en fait, sur un championnat du monde, arriver main dans la main, je pense que ça aurait été quand même compliqué. Voilà, tu fais ça sur le trail de Bouc-Bel-Air, pourquoi pas? Par contre, sur un championnat du monde, c'est pas le concept, en fait. Hein. Quand tu t'alignes sur des championnats du monde ou sur les manches de GTWS, voilà, il faut avoir les crocs, quoi. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a peut-être une notion, c'est du trail plus court. Donc il y a plus un aspect. Là, c'était quoi les championnats du monde? Alors les championnats du monde 2017, c'était 49 km avec, je sais plus, c'est vieux maintenant, 2017. Il y avait 3000, je crois, je sais plus.
Parce qu'entre temps, il y a eu les mondiaux aussi 2018, que j'ai participé. Là, c'était 88 5000. Première expérience sur du long. Sur enfin, ce que j'appelle du long. Ouais, du long. Et ouais, là, ça a été le début de la fin, là. D'accord. Enfin, je finis quand même 3e française. Mais par contre, voilà, en comparaison de l'investissement que j'avais mis dans l'entraînement... C'était où? Excuse-moi, j'ai pas... Les mondiaux 2018, c'était en Espagne. D'accord. Je ne me rappelle plus le nom du... les mondiaux 2017, c'est en Italie, et 2018, c'est en Espagne. Et là, tu t'étais aligné sur plus long. Donc sur et ouais, de toute façon, en fait, une année, tu as ce qu'on appelle du court. Hein. Après, tout est relatif. Il faut quand même faire les 50 bornes. Hein. Bien sûr. Et une année ou du plus long. Et donc, en fait, voilà, j'ai été sélectionnée par rapport à mon niveau et mon titre de vice-champion du monde. Donc, je ne me voyais pas refuser une sélection en équipe de France. C'est quand même pas donné à tout le monde. C'est clair. Et puis bon, bah voilà, c'est quand même le maillot de l'équipe de France. Enfin voilà, quand ce maillot, tu fais pas n'importe quoi avec. Hein, Enfin, en tout cas, pour moi, ça a une valeur. Voilà, tu l'achètes pas. Hein, donc, et puis c'est aussi s'engager envers son pays, hein, tout simplement. Donc, je me voyais pas refuser la sélection. Et par contre, je savais que voilà, 88 km, c'était franchement pas mon... Comment dire ouais, moi je suis à l'aise vraiment sur du 40-50 km en fait. Donc j'ai quand même voulu jouer le jeu. Et c'est vrai que les entraînements étaient quand même super durs, notamment toute seule, et donc beaucoup plus longs. Et ouais, là, ouais, ça a été compliqué. Et puis bon, il y a eu quand même des complications. Enfin, ça a été compliqué en termes de distance, mais aussi en termes d'intégration équipe de France, puisque je me suis retrouvée en fait avec... la première de 2017, et c'est vrai que en 2017, même si j'étais vice-championne du monde, ça a quand même développé ma carrière en trail, et chose qui n'a pas été forcément vraie pour Adeline Roche. Donc du coup, ça a créé un peu des tensions, et c'est une des raisons qui ont fait que j'ai pas voulu aussi réitérer l'expérience cette année pour pas être confrontée à cette situation, puisque moi je suis vachement dans l'affectif, donc du coup le fait d'être tu as préféré te retirer quoi. Ouais, et puis vivre d'autres choses aussi, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, voilà, quand tu rentres en équipe de France, t'as aussi, en tout cas pour ma part, voilà, c'est l'engagement quoi, donc c'est aussi répondre présent le moment voulu. Si tu t'engages, c'est pour t'engager jusqu'au bout. C'est pour c'est pour qu'on compte sur moi quoi, donc voilà. Quel conseil tu donnerais à un nouveau trailer en ce qui concerne la performance, si tu avais un seul conseil à lui donner? La performance, si c'est au niveau de la performance, je dirais déjà tout simplement de prendre un entraîneur en fait. Parce que voilà, il structure il y a déjà son métier. Il structure tes plans d'entraînement, et il y a des fois en fait, moi avant de prendre un entraîneur par exemple, c'est vrai que j'y allais tout le temps. Et finalement, j'ai appris à me reposer, j'ai appris à faire des phases de récup. Et pour performer, voilà, c'est une marmite avec plein d'ingrédients. Hein, donc, c'est la VM à longue, la VM à courte, c'est des séances de code et du renforcement musculaire. Et c'est aussi du repos, quoi. Tu as un entraîneur, toi? Oui, j'ai Christophe Mallardet depuis peut-être 2015, je crois. D'accord, depuis quasiment le début de... Ouais. En fait... quand ça a basculé, quoi. Quand ça a basculé, ouais. Je savais que je n'étais pas compétente pour faire des plans d'entraînement. Et pour moi, pour performer, ouais, c'est vraiment une clé. Et ouais, Christophe ouais, ça a été un peu dur au début parce que il est breton. J'ai rien contre les Bretons. Hein. Je suis breton. Mais je suis d'origine bretonne. Mes parents d'ailleurs, sont bretons. je suis allée faire Belle-Île-en-Trale, que j'ai adoré. Ouais. Mais c'est vrai que les débuts étaient un peu compliqués. On parlait pas trop le même langage, et en fait, on s'est retrouvés sur des activités communes hors trail, en centre d'intérêt en fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, Christophe, je peux dire que ouais, c'est à la fois un pilier pour la performance, et c'est aussi en fait un peu un garde-fou, et puis un copain aussi. On parle pas forcément que de trail, et c'est super enrichissant ça aussi. Ça va plus loin que ça, quoi. Ça va plus loin que le coaching. Ça permet aussi de partager des points de vue, et finalement en fait le trail c'est un point d'entrée, mais il y a plein d'autres choses en fait. Et justement aussi peut-être pour performer, ou en tout cas pour durer, je dirais que une des clés c'est peut-être un équilibre, et peut-être pas faire que du trail en fait, et avoir d'autres centres d'intérêt. Donc c'était la question que j'allais te poser après, c'est donc le conseil que tu donnerais pour durer.
C'est ça, c'est trouver un équilibre dans ta pratique. Ouais, un équilibre, ouais. Pas être que centré là-dessus. Et puis voilà, le trail, ça résout pas tous les problèmes non plus. Donc c'est clair. Il y a un engouement pour les longues distances. Peut-être que les gens, en fait, les trailers vont rapidement sur de longues distances. Est-ce que ce serait pas plus bénéfique d'y aller progressivement? En tout cas, moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est important pour durer, ouais. C'est un conseil que je donne ou qu'on entend beaucoup dans le podcast. C'est effectivement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. La progressivité, c'est quelque chose qui est un peu délaissé aujourd'hui. Ça correspond justement un peu à la société. Voilà, il faut tout de suite. Et puis un moins d'efforts possible, quoi. Donc ça marche sur un temps. Par contre, gare aux blessures, quoi. C'est ça. Après, c'est toujours pareil, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. C'est un choix. Est-ce qu'on veut durer dans le trail ou est-ce qu'on veut faire des belles performances et des grosses performances en 2 ou 3 ans? Après, c'est un choix. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et c'est vrai que, voilà, 2015, 2016, 2017, ça a commencé à se révéler. Et c'est vrai que je dirais que ma plus belle saison, quand même, c'est cette année, quoi. Donc, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Il y a une progressivité. Faut que le corps il assimile, hein. C'est une merveilleuse machine, mais il faut savoir en prendre soin aussi. Alors moi, pour parler un peu personnellement, quand j'ai commencé le trail en 2012, dans ma tête, pendant 1 ou 2 ans, il était hors de question que je pense à l'ultra parce que pour moi c'était quelque chose d'inconcevable. Et puis petit à petit, mon cerveau commençait à se dire mais j'ai fait 50, j'ai fait 70. Et donc j'ai commencé à y réfléchir. Et puis là, en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est plus tellement ce que je recherche, en fait. En fait, je pense qu'il y a aussi un effet de mode et un effet aussi d'engouement. Après, c'est sympa d'aller courir avec les copains. Donc, s'il y en a qui commencent à faire les ultras, peut-être que tu t'y mets aussi. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui est important aussi, je pense, c'est de prendre du recul sur sa pratique. Ouais. Pour justement, en fait, se recentrer et savoir qu'est-ce qu'on veut soi, en fait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et au travers de la pratique, en fait, finalement, moi, je peux faire un parallèle avec ma vie aussi professionnelle ou personnelle, en fait. Je pense que c'est une bonne école de vie aussi. En tout cas, le haut niveau est une bonne école de vie, d'humilité, d'abnégation, de persévérance, et puis aussi de prise de recul et puis d'acceptation, hein, tout simplement. Hein. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, je pense, mais le sport de haut niveau, c'est déjà compliqué. Très compliqué parce que c'est un dévouement de tous les jours. C'est ça. Mais le sport de haut niveau dans le trail long ou dans l'ultra trail, là tu cumules les difficultés en fait. Hein, et en plus, un travail à côté. Et en plus, un travail. J'aime bien quand c'est compliqué. Si tu cherches les ennuis aussi. Après le boulot, ouais, comme j'ai dit, c'était pas prévu dans le circuit. Après, j'ai quand même de la chance parce que faut quand même, une petite annotation. J'ai pu aller à la Manche aux US grâce à mon entreprise, grâce à Artelis. Et je pense que c'est grâce à cette 4e place aux US que j'ai pu en fait arriver au classement final pour aller au Népal. C'est grâce à ton entreprise. Quoi. Donc voilà, le boulot c'est une chose, mais en tout cas moi j'ai de la chance d'avoir un soutien, enfin un directeur qui est compréhensif et ouais du coup merci Stéphane quoi. Bon, on lui fera passer le message s'il écoute ce podcast, je pense qu'il sera ravi. Si tu devais en donner qu'une, quelle est ta force par rapport aux autres? Ça, c'est une question un peu piège. Ouais, c'est... je dirais peut-être ce que je dis tout à l'heure, en fait, hein, l'équilibre, le fait de pas avoir que le trail dans ma vie, en fait, de m'intéresser à d'autres centres d'intérêt. Et je pense que, ouais, ça permet de... Ouais, je pense que c'est une force. Ouais. C'est-à-dire que t'es pas la tête dans le guidon, quoi, entre guillemets. Alors, je suis la tête dans le guidon, hein, cette année, j'étais la tête dans le guidon, mais pas que du vélo. Pas que du vélo. Mais pas que dans le trail, quoi, entre guillemets. Ouais, après, ouais, T'arrives à prendre du recul suffisamment pour... Ouais, je suis assez orientée sur tout ce qui est zéro déchet. C'est un rapport un peu avec le trail, hein, d'ailleurs. La nature, et puis, ouais, la création. Ouais, non, je pense que c'est une force de pas... Le trail prend une place prépondérante dans ma vie, mais pour autant, il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, là, voilà, depuis 1 mois, je cours pas. Je fais plein d'autres choses et j'ai pas du tout de manque, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, je suis pas... Je partage complètement ce point de vue.
Là encore de manière personnelle, moi c'est pareil, j'ai d'autres hobbies, d'autres activités. Donc comme je disais, j'ai un boulot et c'est vrai que ça te permet aussi d'avoir souvent du recul, quoi. C'est clair. Ouais, un équilibre. Ouais, un équilibre. Quelle qualité souhaiterais-tu améliorer pour pouvoir encore progresser? Une seule qualité. La patience. La patience. T'es Je sais impatiente? pas. En fait, là par exemple, petite anecdote. En fait, du coup, en ce moment, j'apprends à nager. D'accord. Comme quoi, on apprend à tout âge. Hein. Tu veux te mettre au triathlon, c'est ça? Non, j'ai pas cette ambition-là. Je sais pas, rien n'est figé là non plus. T'apprends à nager, c'est-à-dire j'apprends à nager le crawl, ouais. Je te pose une question bête. T'apprends à nager vraiment ou t'apprends à t'améliorer en nageant pour nager? Alors le crawl, j'apprends vraiment. Hein. D'accord. J'ai une enfance un peu difficile et du coup, il y a plein d'étapes basiques pour la plupart des gens D'accord. qui, pour moi, ont été sautées. D'accord. Donc du coup, et là, pareil, j'apprends le crawl. C'est pas pour aller plus vite que les autres, c'est vraiment pour avoir cet effet de glisse et puis arriver à faire quelque chose de nouveau en fait. Et voilà, ou plonger par exemple. Donc voilà, aujourd'hui j'arrive à plonger, j'ai plus de satisfaction que de gagner un trail par exemple. D'accord. Donc ouais, c'est toujours dans la même dynamique d'apprendre, de progresser, de découvrir et puis de partager aussi, parce que du coup je rencontre d'autres personnes. Et du coup, pourquoi la patience? Parce que j'aimerais déjà savoir nager avant d'avoir appris en fait. Mais ça se passe pas comme ça. Mais non. Et c'est un peu mon défaut, ouais, de vouloir. Ça a porté ses fruits quand même, hein, puisque ouais, aussi. les résultats sont là. Mais ouais, c'est quand même, c'est pénible quand même. Tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Comment tu perçois le regard souvent négatif des non-initiés sur notre pratique? Alors, comment je le perçois? J'ai envie de dire, chacun pense ce qu'il veut. Et puis, c'est très facile de juger des personnes, des situations, des gens quand on est de l'autre côté. Après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Maintenant, comment je le perçois? Ça te gêne, ça te dérange, ça te vexe, quand on te dit t'en fais trop, on a dû te le dire. Ah oui, t'en fais trop. Alors moi je considère pas que je fais de l'ultra trail déjà. T'en fais trop. Oui, de toute façon il y a toujours quelqu'un pour juger ce qu'on fait, hein, ou ce qu'on fait pas d'ailleurs. Non, je prends ça avec beaucoup de recul. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et surtout je sais que je le fais encadré justement avec Christophe. Et Christophe, c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une totale confiance. Et s'il me dit tu fais ça, je fais ça quoi. Je vais pas dire ah mais non pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. C'est ton pilier. Donc ouais c'est mon pilier, ouais, c'est c'est mon phare breton. Ton phare breton, tu l'appelles ton phare breton. Non, c'est sorti comme ça. C'est de la spontanéité. En plus là-bas c'est plutôt le Kunyaman alors. Est-ce que tu peux, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, me donner ton meilleur... On va commencer par le meilleur souvenir en course. Donc, tu en as donné un tout à l'heure. Meilleur souvenir trail Zegama. Hein. Zegama. Ah ouais, Zegama. Définitivement Zegama. Ouais, Zegama. Pour l'ambiance, pour la course, pour ce que j'y ai vécu comme émotion et comme sensation, et pour le partage avec Jean-Marc, Marie-Hélène, Mathieu, ouais. Tout y était. Tout était réuni. C'était vraiment le jour parfait, quoi, où t'as des bonnes cannes, où rien peut t'arriver, quoi. Tu sais que t'es fort, quoi. C'était extraordinaire, c'était jouissif. D'accord. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, alors le truc qu'il y a, c'est que j'ai une mémoire assez sélective et tout ce qui me déplaît et qui a été dur, j'ai tendance à l'effacer. Pire souvenir, bon allez, je réfléchis pas plus, c'est les championnats du monde 2018. D'accord. C'était long, c'était dur. J'ai voulu abandonner, en fait, j'ai continué pour l'équipe. Parce que ça sautait de tous les côtés derrière et que du coup on comptait sur moi et en même temps je comprenais pas trop parce que du coup je me sentais pas vraiment intégrée. Donc ouais, c'était le bordel quoi. Ouais, bordel physiquement, mentalement. Enfin ouais, c'était l'autre face de Zegama quoi. C'était tout allait mal. Tout à l'extrême, ouais. Et c'est vrai que c'est ce que alors c'est vrai que je suis entière et donc du coup c'est vrai que peut-être qu'il y a pas de demi-mesure, ouais. Soit je vis des trucs extraordinaires, soit c'est compliqué. Globalement, tu vis plus de trucs extraordinaires que... Alors j'essaie, hein. j'essaie. Et puis voilà, c'est aussi une question de perception des choses. Donc c'est vrai qu'il y a plein de situations où, même cette année, où j'aurais pu dire, voilà, si par exemple le marathon du Mont Blanc,
voilà, j'avais d'autres ambitions que finir 8e. La course, je la connais très bien. Bon, le matin, voilà, j'ai dormi dans un hôtel qui était très mal insonorisé. Le robinet d'eau chaude était inversé avec le robinet d'eau froide. Je me suis réveillée, j'avais mal dormi. Du coup, voilà, j'ai mis de l'eau chaude dans ma boisson d'effort. Donc, du coup, elle a viré. Du coup, j'étais malade et j'ai commencé à me sentir bien à 7 km de l'arrivée, quoi. Donc, ouais, c'était compliqué, quoi. Mais pour autant, c'est pas grave, j'ai encore un bon souvenir aussi, quoi. Voilà, ça t'apprend des choses, hein. En fait, on a les mêmes soucis, quoi. Ah bah que oui, ce soit façon... élite ou amateur, on a les mêmes de toute problèmes. façon, on part tous avec les baskets, avec le... Ouais. C'est ça qui est chouette. Après, la différence, c'est peut-être la façon de gérer les imprévus, d'organiser sa course, organiser sa stratégie. L'expérience. Et l'expérience aussi, ouais. Alors là, j'ai une question un peu piège. Si tu devais choisir qu'une course dans le monde, tu choisirais laquelle? À refaire ou... Non. Si demain, on te dit, il n'y a plus qu'une seule course qui existe. Ah il faut que ce soit Zegama. Voilà. Je sais même pas pourquoi je te la repose la question. Pour la précision, je ne referai pas Zegama parce que justement, en fait, j'ai tellement eu des souvenirs, j'ai tellement eu des émotions sympathiques que je veux pas gâcher ça. C'est quelque chose justement qui s'est passé avec le marathon du Mont Blanc. J'ai refait le marathon du Mont Blanc, je l'ai fait, je sais même plus à combien j'en suis, peut-être 4 ou 5. Et finalement, en fait, ça a perdu de la saveur. Et je veux garder en fait Zegama dans son écrin, en fait. Ou comme l'équipe de France, finalement, j'ai un peu de regret à être allé dans une deuxième sélection, parce que j'étais vraiment dans mon monde enchanté avec l'équipe qui était la team, l'équipe de France qui était comme une famille et j'étais comme une gamine en fait qui découvrait en fait. Pour moi, jamais j'avais pensé à intégrer l'équipe de France, encore moins 2 années de suite. Et c'est vrai que finalement, voilà, j'aurais peut-être dû rester sur juste 2017 avec tous mes rêves de gosse et cette naïveté, cette innocence que t'as de la découverte, quoi. Et donc je vais surtout pas gâcher ça en fait en refaisant Zegama, même si vraiment c'était génial. Il devait y en avoir qu'une, tu choisirais celle-là quand même. Ouais. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, qui serait-il? En rapport avec le trail, bien sûr. Quelqu'un à ma place là? Ouais. Waouh. Comme ça, là, en réfléchissant rapidement. J'irais qui est coureur ou organisateur? Peu importe. Qui a juste un rapport avec l'activité. Organisateur, bénévole, coureur. On peut en donner 2? Tu peux. Moi, je dirais Christophe Mallardet. Ton coach? Mon coach. Pour justement, en fait, sa façon de voir l'activité, éveiller à notre point de vue. Et en plus, il est pas en tout cas, il est plus dans la performance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à prendre de ce grand breton. Et après, je dirais aussi Greg Vollet. Pourquoi Greg Vollet? Parce que... Alors voilà, j'en avais parlé un petit peu sur ma page, qui a suscité beaucoup de critiques. Mais je pense que c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour faire évoluer le trail. Voilà, on parle du circuit GTWS. Franchement, il se démène. Il est fondamental. Et c'est quand même pas facile. Voilà, il est passionné et il est hyper actif, je dirais même. Pour la petite histoire, je te coupe. Greg, ça a été le tout premier qui a répondu à mes messages sur Insta. Le tout premier, il m'a répondu, il m'a dit ouais, faut qu'on se voit, machin. Donc c'est le premier. Ah bon, après ça s'est pas fait parce que. Alors il a un planning qui est très chargé, ouais. Ah, mais il faut dire aussi vu tout ce qu'il fait. C'est d'un autre monde, quoi. Mais je pense qu'il est fondamental dans le trail d'aujourd'hui. Je pense que. Tu peux le présenter. Tu peux dire un peu qui est Greg Vollet pour ceux qui connaissent pas. Greg Vollet, c'est donc il est team manager Salomon International. Ouais. Il est aussi un des piliers organisateurs du Golden Trail World Series et j'ai appris à le connaître cette année et j'ai été agréablement surprise et je pense que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avant de juger, il faut déjà connaître et puis se rendre compte aussi de ce que font les gens en fait. C'est facile de critiquer. D'accord. Après, voilà, c'est un autre débat, mais... Greg Vollet pour la deuxième personne que tu me conseillerais. Ouais. D'accord. Quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore fait? Autant que possible, j'essaie de vivre mes rêves et pas de les laisser... Donc là, j'avais Zegama, encore une fois.
Là, je sais pas, je fais Joker, en Joker, fait. allez. Ouais, Joker. Pas de problème. Dernière question un peu de cet aspect-là. Quand as-tu eu le plus peur en trail? Le plus peur en trail? T'as déjà eu peur en trail? Ou à Ouais. l'entraînement ou dans un contexte? Ah, à l'entraînement? Ah bah Pas- ouais, à l'entraînement, oui, j'ai eu peur. En fait, j'avais une séance à faire dans le but d'aller au Népal. Hein. Mhm. Donc du coup, forcément, très assidu. Christophe, il me dit, tu fais ça? Bah, je fais ça. Sauf qu'en fait, j'arrive, c'est 18h30. Il fait nuit. Il y a des gros orages. Et en fait, je pars quand même faire l'entraînement. Et en fait, j'ai couru pendant 1 heure contre l'orage. En fait, j'avais trop peur de la foudre qui tombait à 100 mètres. Ouais, je me suis vraiment fait peur, quoi. En plus, il y avait des sangliers aussi. Bon, les sangliers, j'en ai pas spécialement peur, mais ça faisait beaucoup de paramètres, en fait, avec la pluie c'était le déluge. Et là, ouais, je me suis vraiment fait peur, ouais. T'as flippé? Ouais, j'ai flippé, là, ouais. Et une autre fois aussi, j'ai flippé, mais c'est sur la Gap en cime. Parce qu'en fait, on était sur les crêtes. Et c'était quand même assez nuageux. Le temps était pas top. Et en fait, j'étais toute seule et je connaissais pas le parcours. Et je voyais plus de balises. Et donc là, erreur typique, hein, au lieu de faire demi-tour, je continuais. Donc chose qu'il faut pas faire, hein, encore une fois. Et ouais, je me suis dit, punaise, mais je suis où, quoi? Et où je vais? Et en fait, à un moment donné, je me suis arrêtée et j'étais perdue, en fait. Et en fait, en réalité, avec la brume, on voyait pas et j'étais juste 50 ou 100 mètres au-dessus du chemin. Donc, j'étais pas trop éloignée. Mais du coup, tu commences à te faire des films. Pas des films, mais ouais, à t'inquiéter quand même, quoi. C'est clair. J'imagine. Alors là, on va passer à une partie du podcast qui est mondialement connue, internationalement connue. C'est les questions rapides. Tu réponds, pas de commentaire, pas d'argumentaire, pas de commentaire, tu réponds juste rapidement. Tac au tac, quoi. Ouais. Plat favori après la course? Ça démarre bien. En réalité, non, mais pas de commentaire. Il y en a pas. Tu manges pas? Si, mais en fait, en général, en fait, j'ai pas vraiment faim. Pareil. Donc, je dirais plutôt, en fait, c'est con, mais je prends ma boisson d'effort. D'accord. Moi, je suis pas. Alors là, ma boisson de récupération, pardon. Pareil que toi, j'ai absolument pas faim quand je termine une course. Ouais, puis je fais pas de régime, je suis pas dans un. Ouais, non, je fais pas de régime ni rien, donc en fait, je me prive de rien, donc. Voilà, non, il n'y a pas de. Bon, pour le coup, là, il y a beaucoup de commentaires. Donc, tu as répondu indirectement à la question suivante, la boisson favorite après la course? RJ Sport. La boisson de récup, ouais. D'accord. La Régène, ouais. Gel, bar ou les deux? Bar. Fait maison ou industriel? Du coup, industriel, malheureusement. J'ai pas trop le temps de. Courir en France ou à l'étranger? À l'étranger. Terre ou caillou? Caillou. Racine ou verglas? Oh, racine, hein. Courir de nuit ou courir de jour? Je vais dire 2 jours pour voir les paysages quand même. L'hiver ou l'été? Oh, l'été. Le matin ou le soir? Pour courir ou... Oh, le soir. Le soir. Ah ouais, moi je suis pas du matin. Moi c'est pareil, le matin c'est toujours dur, c'est toujours dur de se lever. Ah, le matin c'est un calvaire pour moi. Puis en plus ils font les départs de course, c'est toujours super tôt. C'est ça. Non, mais moi le matin c'est une horreur. Je cours entre midi et 2 à ma pause déjeuner. Donc je suis réglé comme ça, 3 ou 4 fois par semaine. Et souvent le soir, mais le matin je n'y arrive pas. C'est impossible. C'est compliqué, ouais, pour moi aussi. C'est impossible. Je suis pas du matin en fait. Moi j'entends des gens qui disent je me mets le réveil à 5h. Non, au secours, c'est pas possible. Dernière question, seul ou accompagné? Courir. Ah ben tu as accompagné. Accompagné, ouais. Tu as passé avec brio le test des questions rapides et je t'en félicite. Sauf pour la première. Hein. Sauf pour la première où ça a été c'est la mise en bouche. Ouais, c'est ça. Début. Pour terminer l'interview, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Je dirais tout simplement aux trailers, hommes comme femmes, d'oser, de se faire plaisir avant tout, et de respecter, de se respecter eux et de respecter la nature qui nous offre de merveilleux terrains de jeu en fait. D'accord. Je te remercie énormément, Amandine. Merci à toi. J'espère que tu as passé un agréable moment. Ouais. Pour moi, ça a été top.
Voilà, on a bien rigolé, on a bien parlé, ça a été un super échange. Merci. Je te remercie encore énormément d'avoir répondu à mes demandes et puis j'espère plaisir. à bientôt. À bientôt. Au revoir, salut. Bye bye tout le monde. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Amandine Ferrato et je la remercie de nouveau d'avoir participé au Let's Try Podcast. Si vous souhaitez rejoindre Amandine sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook et sur Instagram à Amandine Ferrato. En ce qui concerne le LTP, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook à Let's Try, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try, et dorénavant, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien présent sous les différents réseaux sociaux. Vous serez donc renvoyé vers un lien d'inscription sur lequel vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse mail, et tous les mois, vous recevrez donc une newsletter qui parle des dernières actualités du LTP ainsi que des contenus exclusifs. Et n'oubliez pas, je compte sur vous pour faire la promotion du LTP à votre entourage en parlant à au minimum 2 personnes autour de vous. Et pour en terminer avec ce qui est le plus important pour mon podcast, n'hésitez pas à noter avec 5 étoiles si le contenu vous plaît sur iTunes ou Apple Podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!